Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. C'est jeudi, c'est donc Monde des Arts avec, pour changer, un sujet qui fâche depuis plusieurs semaines d'ailleurs, la réforme du droit d'auteur. C'est en fait un projet de loi-programme qui réforme le régime fiscal des droits d'auteur, un texte qui a été concocté par le ministre des Finances Vincent Van Petegem, qui est CDNV si je ne m'abuse, et approuvé en première lecture au début du mois. Cette réforme devrait se matérialiser en principe le 1er janvier prochain, après avoir été soumis bien sûr à l'avis du Conseil d'État. Alors pourquoi cette réforme fâche les auteurs, un petit peu tout le secteur, pas seulement d'ailleurs le secteur des artistes, mais le secteur IT, comme on dit, le secteur des technologies, qui est également furieux. On va essayer de comprendre plutôt avec les artistes, puisque ça concerne ici Monde des Arts. Nos invités sont Aurélie Winance. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Vous êtes présidente, donc je peux dire bonsoir Madame la Présidente, de l'ASA, ça fait sourire les autres, de l'ASA. Donc l'ASA, c'est l'association des scénaristes audiovisuels. De l'audiovisuel, ça existe depuis longtemps? Ça existe depuis, oui, je crois 2001, mais je suis pas tout à fait sûre. D'accord. Voilà. 80 membres. Oui, 80 membres. Cyril Elof, bonsoir Cyril. Bonsoir. Autre association, il y a beaucoup d'associations ce soir, vous allez le voir, c'est l'Abdil. C'est sympa d'ailleurs ce nom, ça sonne bien chaud. Ouais, Abdil. Bon, souvent c'est un peu lourd. Je fais de gros efforts pour les acronymes. Voilà, association des auteurs de BD, auteurs-autrices de BD et de l'illustration. L'illustration c'est important d'ailleurs. Oui, tout à fait, oui, parce que ça couvre un champ très très large de professionnels du secteur de l'édition. Et au-delà d'ailleurs, et qui sont souvent très précaires dans leurs conditions de travail et de rémunération. Ouais. Et cette réforme risque d'accentuer cette précarité. On va en parler. Une chose pour les journalistes. Bonsoir Gilles Milcan. Bonsoir. Vous êtes juriste. Bonsoir monsieur le juriste. L'AJP. Ça fait encore plus rire que Madame la Présidente. Oui. L'AJP, c'est l'association des journalistes professionnels. Tout à fait. Ils sont en danger aussi avec cette réforme, en 2 mots. Alors ils sont menacés parce que la totalité d'entre eux a une partie de rémunération qui leur parvient en droit d'auteur. Ouais. Les plus menacés sont les journalistes indépendantes, qui eux ont un pourcentage qui va jusqu'à 50% de leurs revenus. Ouais. Voilà. On va développer tout ça. Et je signale que vous avez écrit un livre. Vous êtes auteur également. Co-auteur. Co-auteur avec Laurent Clénès sur l'affaire Maouda, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Qu'on peut trouver dans le commerce en ce moment? Qu'on trouve, selon l'éditeur, dans toutes les bonnes librairies, c'est-à-dire celles qui l'ont commandé. D'accord. Belle entourloupe. Nicolas Anspach, bonsoir Nicolas. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Anspach, boulevard Anspach, il y a un rapport? Oui, je suis un descendant du bourgmestre Anspach. Ah oui, carrément. De Bruxelles, oui. Félicitations. Je n'en peux rien. Non, mais tout de même. Et vous êtes éditeur de bande dessinée. Il y en a 2-3 ici, on les montrera également en fin d'émission. Oui. Petit éditeur, c'est pas du tout péjoratif. C'est pour expliquer J'en suis à mon 16e livre, donc, ouais. Et à mon 6e livre de création, donc, où je m'arrange pour trouver les fonds pour payer les auteurs. Je m'arrange pour trouver les fonds. On voit déjà toute la difficulté dans cette phrase. Non, mais enfin oui, c'est ouais. Je bénéficie pas de subsides et donc comme je veux que les auteurs soient correctement payés, c'est un peu un combat. Ce qui n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas Cyril? On va en parler. Première chose tout de même, est-ce que autour de cette table vous êtes d'accord quand même sur le fait qu'il fallait réformer ce droit d'auteur? C'est une loi qui datait de 1994. Quand je dis réformer, ça veut dire l'esprit, c'est quand même de réduire un petit peu la voilure de ce droit d'auteur qui propose une fiscalité avantageuse pour que les gens comprennennent. Est-ce qu'il y a peut-être trop de bénéficiaires de ces droits? Je ne sais pas qui veut intervenir. Peut-être vous. Je veux bien intervenir. Je ne sais pas si c'est pas à nous de décider s'il y a trop ou pas assez de bénéficiaires. Les reproches qu'on fait principalement à la réforme sur la fiscalité des droits d'auteur telle qu'elle est envisagée, oui, c'est son manque de discernement, son côté plat et implacable en disant voilà, on va appliquer ça comme ça à tout le monde, ce sera oui ou ce sera non, vous serez dedans ou dehors, et ce sera tel taux pour tout le monde. Ouais, j'ai lu plusieurs cartes blanches dans la presse ces derniers temps, des interviews aussi à la radio. Vous êtes globalement furieux là-dessus. Et ce qui ressort surtout, c'est voilà, le gouvernement ne connaît pas le métier d'auteur. C'est ça qui ressort, j'ai l'impression, Cyril, non? Alors, il ne le connaît pas ou il le connaît, puisqu'on a beaucoup communiqué, on a beaucoup discuté avec les différents cabinets. Il y a eu des concertations tout de même.
Oui. Donc il y a quand même une connaissance maintenant, j'espère, après tout ce qu'on on les a informés depuis plusieurs années, d'autant qu'on a participé, nous, Abdil, avant, à la réforme du statut des travailleuses et travailleurs des arts dans le cadre des règles spécifiques du chômage. Donc vous connaissez à bien vous connaître. Ils commencent à bien nous connaître et à bien nous entendre, et je pense qu'ils commencent sans doute à discerner les conditions d'un contrat d'édition. Et malgré tout, il n'y a pas de prise en compte de nos réalités professionnelles, de la situation économique de notre secteur, des rapports qu'on a avec nos éditeurs qui exploitent les œuvres, et de la réalité du temps de travail qu'on consacre à nos ouvrages. Et c'est toute la problématique, c'est-à-dire que, comme le disait monsieur, en fait, il y a une volonté d'application sans discernement à tous les secteurs de règles qui s'appliquent dans certains secteurs, voire dans certaines régions, puisque les différences sont importantes entre la Flandre et la Wallonie, ne serait-ce que par le financement de la culture. Et donc, on dit, bah voilà, ces plans 30, ça marche là, on va l'appliquer partout, de la même manière, sans tenir compte de pratiques et de réalités sectorielles. 70-30, vous faites allusion au ratio, on va en parler. Vous êtes d'accord avec cet état de fait? Oui, tout à fait. Du côté du cinéma, on est à peu près dans la même situation. La plupart des auteurs sont payés en droit d'auteur, surtout au tout début de l'écriture, en fait, où les montants sont très petits, et où donc une répartition de 70-30 dont on va parler impacterait énormément le net des auteurs. Il y a une fragilité, ça va fragiliser une partie, enfin vraiment. C'était déjà fragile. C'était déjà fragile, absolument. On est très précarisé. On le sait justement avec tous les débats qu'il y a eu autour du statut d'artiste. Ouais. On sait que les auteurs et les autrices sont dans une situation vraiment difficile. Le Covid n'a pas aidé en plus. Donc, c'est important ce droit d'auteur pour que les gens comprennent. Nicolas, c'est quelque chose presque de vital, j'ai l'impression, pour tous ces auteurs, non? Oui, c'est comme ça qu'ils sont payés. Oui. La plupart des auteurs... D'ailleurs, avant, ils étaient payés... je vous coupe, hein, mais les romanciers, par exemple, les auteurs de romans, ils étaient payés juste avec des droits d'auteur, à la base. Oui, enfin, en bande dessinée, en tout cas, il y a une vingtaine d'années, les auteurs avaient un fixe et avaient un droit d'auteur après. Pourquoi un fixe? Parce que, historiquement parlant, les journaux de bande dessinée existait et était... C'était régulier, quoi. Était entre guillemets une dépendance ou un organe de la maison d'édition, et donc on publiait dans Spirou. Donc, c'est ça, par exemple Spirou, Tintin, il y avait donc le fixe servait à la publication dans Spirou, et après l'album était vendu en librairie, et donc les auteurs bénéficiaient de droits d'auteur très rapidement. Donc ça a basculé quand ces revues, elles sont toujours là, hein. Enfin en tout cas Spirou, le journal Spirou est là. À partir du moment, alors il faudra voir effectivement l'historique, mais c'est des accords qui ont été pris entre les éditeurs sur passer à d'autres modèles de rémunération. Il faut dire qu'économiquement c'est particulièrement avantageux puisque c'est pas du tout normalisé. Enfin, l'éditeur verse ce qu'il veut en avance, donc il y a des éditeurs tout à fait respectueux qui sont très attentifs à permettre aux auteurs de vivre décemment, et puis d'autres un peu d'autres moins. Enfin, par exemple, qu'on comprenne bien, un gros éditeur, on va pas les citer, mais préfère d'abord payer ses actionnaires que les auteurs. Ça dépend on ne peut pas faire de généralité, ça dépend des cas de figure. Mais bon, en tout cas, il est clair qu'il y a une répartition des bénéfices dans certains groupes qui sont très inégalitaires. Oui. Après, ce qui se passe, c'est que très concrètement, les auteurs et les autrices de l'édition, à l'heure actuelle, sont payés 100% en droit d'auteur. Et le droit d'auteur, ce n'est pas une rémunération qui est soumise de manière barémique, c'est une rémunération proportionnelle aux ventes. Mais c'est une rémunération du travail, quoi qu'on en dise. Pour les auteurs et les autrices d'édition, c'est la seule manière de rémunérer notre travail de création. Qui est complètement aléatoire, qui est très faible, et qui peut être versé soit sous forme d'avance, c'est-à-dire avant la création de l'œuvre, pour une partie, et puis après, réellement sur base des ventes, une fois que l'avance est récupérée. Donc c'est très fragile, c'est ça que vous voulez dire. Donc c'est très fragile. C'est déjà très fragile. C'est déjà très fragile, les montants sont majoritairement très faibles pour la plupart des autrices et des auteurs. Ça gagne combien, par exemple, pour avoir une idée, en moyenne, un auteur en Belgique de BD? On n'a pas d'études fiables à l'heure actuelle. Si on se base sur ce qui est sur les états généraux de la bande dessinée, qui est une étude française, mais on peut à peu près s'y caler puisque le marché de l'édition est sensiblement le même, et beaucoup d'autrices et d'auteurs dépendent du marché français. Il y a plus de la moitié des auteurs et des autrices qui sont en dessous du seuil minimal de rémunération et même de pauvreté pour un quart. Donc en dessous de 2000 professionnels, par exemple. Exclusivement les gens qui sont édités dans le secteur professionnel. C'est l'étude ciblée en fait. Donc on est sur des seuils très très bas. Voilà. Et là, effectivement, si ce ratio, donc cette ventilation, on va essayer d'expliquer. Là, je me tourne vers le juriste, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Donc maintenant, ce projet du ministre Van Petegem et du gouvernement derrière lui, c'est de effectivement ramener les droits d'auteur
aux auteurs, donc à ceux qui ont le statut d'artiste, ou ceux qui produisent une œuvre qui va être reproduite. C'est ça un peu l'idée. Donc ça, c'est plutôt pas mal à la base quand même. Non? Oui, c'est louable. Ouais. Voilà, maintenant, je vous dis, je vais revenir sur le manque de discernement dont je parlais. Oui. En fait, ce qu'on trouve le plus dommage dans cette histoire, c'est que l'application n'aura désormais plus de discernement, alors que ce discernement existe actuellement. C'est-à-dire que dans le groupe qui m'intéresse moi, les journalistes, il y a 2 grands groupes. On ne va pas entrer dans les cas individuels, succès, pas succès, etc. Il y a des salariés et des indépendants. Ouais, ce qu'on appelle les freelances. C'est freelance, ouais. Freelance ou pigiste même, voilà, si c'est un peu... Il y en a énormément d'ailleurs. Ça arrange pas mal de rédactions. Il y en a beaucoup, ça arrange les rédactions, en effet. Ça arrange parfois aussi les journalistes. Voilà, l'indépendance, c'est pas que un côté négatif. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, ce discernement, il existe actuellement, c'est-à-dire que les 2 situations sont différentes, et les 2 situations ont été soumises au fisc, donc au service de M. Van Petegem. Et donc, les 2 situations bénéficient actuellement de ruling, donc des décisions anticipées des impôts, qui fixent les taux, les ratios auxquels voilà, il est toléré de pratiquer la ventilation. Ces taux sont 75-25 pour les salariés, 50-50 pour les indépendants. Ouais. Et là où on est très étonné, c'est qu'en fait, cet examen, il a été fait minutieusement. Le fisc, il n'accepte pas des proportions comme ça. On dit, on lui propose ceci, on discute un peu. Non, ils ont examiné les situations. Ils ont trouvé que 50-50, c'était un taux tout à fait acceptable. Ils ont jugé ça il y a 5 ans et ils l'ont renouvelé au mois de mai dernier. Et 6 mois après, on dit non, mais 50-50, c'est pas possible, on va passer à 70-30. Et je peux raccrocher à ce que disait ma voisine, c'est-à-dire cette augmentation, ce changement de ratio, en fait, va provoquer des augmentations de l'ordre de 40% sur la fiscalisation des journalistes indépendants. 40% d'augmentation sur vos impôts, je ne sais pas si les gens savent envisager ça, c'est plus que l'inflation, c'est plus que le coût de l'énergie, c'est 40% en plus, en fait. Et tout ça parce qu'on se dit, on va appliquer 30% à tout le monde. C'est en fait invraisemblable. En fait, c'est le fait que ce soit appliqué à tout le monde, quoi, sans nuance, quoi. C'est ça, Aurélie. À tout le monde et à tous les stades. Par exemple, quand on connaît le temps de fabrication d'un film, c'est assez long et les stades sont très différents. Au début, c'est très fragile. C'est la partie la moins rémunérée où les auteurs sont vraiment en situation la plus précaire, mais où ils travaillent, ils doivent écrire. Ils ont besoin de vivre. Hein. Et ils ont besoin de vivre. Après ça, petit à petit, quand on obtient des financements, que les contrats sont signés avec les producteurs, ça se consolide. Et donc, nous, ce qu'on propose, en tout cas, c'est de répartir cette ventilation dans le temps, de pouvoir démarrer au moment où les montants sont extrêmement faibles, avec une possibilité de conserver la totalité en droit d'auteur, tout simplement parce que on veut bien cotiser, mais si à la fin du mois on ne peut pas payer ses factures, je veux dire, il y a quand même un vrai problème. Et une fois qu'on passe à un stade suivant, de passer éventuellement à 50-50, pour arriver au moment où la production est plus solide et le financement assuré, à pourquoi pas une répartition de 70-30. Donc on n'est pas contre le fait de contribuer évidemment à la solidarité sociale, mais il faut que ce soit adapté à la réalité des scénaristes et des auteurs et des autrices en général, je pense. Oui, c'est valable pour les scénaristes. Ceci dit, le travail de scénariste est très particulier parce que c'est une industrie quand même, le cinéma à la base. C'est une industrie et c'est en même temps un artisanat. Oui, voilà, vous êtes un petit peu entre les deux. Oui, tout à fait. Et il y a quand même toute la partie, je dirais, d'écriture en amont aussi, qui est quand même très, très, très fragile. Beaucoup de sociétés de production sont par exemple, les jeunes sociétés de production ou les petites boîtes qui ne pourront pas assumer le surcoût. C'est ce que vous dites dans la carte blanche. Voilà, il y en a très très peu qui ont les financements nécessaires pour assumer ce surcoût. Donc, soit ça va de facto aussi éliminer peut-être ces petites maisons de production qui ne seront plus concurrentielles. Le surcoût va retomber sur les auteurs qui vont recommencer à écrire gratuitement. On va finir par devoir payer pour travailler. Et finalement, qu'est-ce qui va rester ? C'est les grosses boîtes de prod qui, elles, ont peut-être les moyens et qui font beaucoup de tax shelter et voilà. Mais c'est au dépend de la création. Je termine juste ça aussi. Oui, bien sûr. Oui, vraiment. Oui, donc il y a un risque pour la création. Oui. C'est le risque que vous ressentez aussi du côté de l'édition des petits éditeurs. Vous êtes en danger ? Les petits éditeurs, ils sont sur une corde raide permanente. C'est-à-dire, expliquez-nous. C'est-à-dire que soit on travaille sous forme de rééditer des œuvres existantes,
Et là, on achète pour un prix relativement modeste une œuvre, si elle est libre de droit à un auteur, enfin si elle est libre de droit d'éditeur à son auteur, soit on achète une œuvre à un éditeur étranger qu'on traduit, mais si on est éditeur, c'est quand même pour publier des choses qu'on suit, auxquelles on croit, qu'on a envie d'accompagner, sur lesquelles on a envie de faire du ramdam, et que les gens, qu'il y ait une rencontre entre l'œuvre et l'auteur et le lecteur. Donc, et si une œuvre doit exister, il faut forcément payer l'auteur. Et donc, les petits éditeurs comme moi ne bénéficient pas d'aide du gouvernement. Et dans mon cas, je tiens à ce que les auteurs soient payés avec une enveloppe normale, digne, comme les grands éditeurs. Comment vous faites alors, Nicolas, pardonnez-moi cette question, mais on se demande, mais comment on peut encore s'en sortir aujourd'hui? Grâce à la générosité des gens et en faisant du crowdfunding, ce qui me permet de dégager, selon les projets, une enveloppe de 30 000 €. Mais ce n'est pas 30 000 € qui tombent dans la poche de l'auteur et de l'éditeur, parce que là, il faut enlever le pourcentage de la passerelle de crowdfunding, il faut enlever les frais de réalisation des contreparties, parce que les gens bénéficient de tirages spéciaux, d'exhibris, c'est ça, par exemple, quelqu'un qui veut mettre de l'argent dans votre projet recevra la BD, ou je sais pas. Oui, il recevra la BD avec des exhibris, avec une dédicace et des choses qu'il ne trouvera que... Vous êtes en train de nous dire que sans la générosité des gens à travers le crowdfunding, impossible de publier de la bande dessinée aujourd'hui en Belgique quand on est un petit éditeur? C'est très compliqué, ou alors on ne paye pas les auteurs, mais la marge brute d'un éditeur, c'est plus ou moins 18%, et là il doit encore payer le studio graphique, il doit encore... payer les malus de mes ventes, parce que ça existe malheureusement. C'est-à-dire que si un album ne se vend pas, le diffuseur-distributeur est en droit de se retourner contre l'éditeur pour qu'il paye un malus de mes ventes. Voilà. Et donc ça, c'est quoi? Risque de faillite alors? Ça peut être très dangereux, évidemment. Oui, ça peut être dangereux, mais à la fois, c'est une bonne chose parce que ça oblige l'éditeur à pousser ses albums et à se battre pour que ça marche un minimum. Je vois qu'ici, Cyril, un éditeur comme ça, ils sont tous comme ça ou Non, malheureusement. Ça a l'air très très bien. Non, mais c'est très important par contre ce qui est dit là, parce qu'en fait, le problème, donc pour revenir un peu sur la question des statuts et de la différenciation, les autrices et auteurs de bande dessinée qui sont en activité principale, donc c'est la profession principalement, sont également soit sous statut d'indépendante ou d'indépendant, soit en gros au chômage, donc sous statut de salarié, mais en fait avec les règles spécifiques du chômage pour les travailleurs et travailleurs des arts. Et en fait, c'est un peu le no man's land, c'est-à-dire que celles et ceux qui sont sous statut d'indépendant, ils payent de toute façon des cotisations sociales qui équivaut à 20% sur un calcul de 20 000 €. Donc ils payent des cotisations sociales, c'est un fait. Il se trouve que là, le système va faire une surcotisation, alors qu'on sait que leurs revenus sont très aléatoires. Donc la seule année où ils vont gagner un peu d'argent, hop, ils vont payer plus de cotisations donc, et plus d'impôts. Double peine, c'est ça que vous êtes en train de dire. On ne sort jamais la tête de l'eau et l'année d'après, ils peuvent retomber à des revenus très très bas. Et à l'inverse, celles et ceux qui sont dans les règles spécifiques du chômage, comme les droits d'auteur ne sont pas valorisables auprès de la sécurité sociale, ils ne peuvent pas ouvrir leurs droits aux règles spécifiques, ils ne peuvent pas bénéficier de ce régime particulier, sauf effectivement à ce qui est un accord avec l'éditeur qui changerait la nature de son contrat d'édition et de son mécanisme de rémunération et paierait sous forme d'honoraires une partie au lieu de payer sous forme d'avance. Ça dépend de la bonne volonté des éditeurs. Pas que de la bonne volonté, aussi de l'économie du livre. Les éditeurs ne sont pas financés publiquement, pas du tout. Enfin, il n'y a pas d'aide publique pour l'édition, c'est dérisoire, on va dire. L'économie du livre tient aussi sur des choses assez fragiles qui fait que l'éditeur se permet de rémunérer l'auteur parce qu'il va récupérer, parce que c'est des avances sur droit et donc il ne va pas devoir repayer forcément des droits dès les premiers livres vendus, etc. Donc c'est un mécanisme d'équilibre qui peut être discuté. Il n'y a pas eu de discussion préalable sur ces questions. Il n'y a pas eu d'interrogation finalement sur les équilibres au sein du livre. Et donc pour nous, on est dans le no man's land absolu. Enfin, voilà, en gros, on ne peut pas accéder à un régime parce qu'on ne peut pas cotiser et on ne peut pas être indépendant parce qu'en fait, très vite, on va dire, attendez, vous n'avez pas d'autre activité professionnelle que celle de faire des livres et vous ne déclarez rien en revenu professionnel, puisqu'il est en train de se passer. On nous fait croire que oui, on n'a qu'à dire qu'il n'y a jamais de contrat de commande.
Monsieur l'a dit, le rôle d'un éditeur, c'est pas juste de recevoir une œuvre que nous on a trouvée sur le chemin et qu'on vient lui apporter, qu'il va exploiter comme ça, sans qu'il y ait un travail, évidemment qu'il y a un travail de prestation artistique. Enfin, tout le monde le sait. Je veux dire, c'est un non-sens de prétendre que les droits d'auteur ne sont pas liés à ce travail. C'est incroyable. Gilles, on a l'impression qu'il y a vraiment un fossé, un gap entre les décisions que prennent le gouvernement, nos responsables, et la réalité de terrain, y compris pour les journalistes d'ailleurs. Oui, alors je fais une petite parenthèse hors débat, mais qui est quand même dans le débat. Cette décision, elle est prise dans le cadre d'une loi-programme budgétaire. Ouais. Ça part d'une bonne volonté. Il faut, voilà, le budget explose, il faut faire attention. Et non. C'est-à-dire, réformer la fiscalité sur tel ou tel type de revenu, ça ne doit pas nécessairement être un ajustement budgétaire. Et donc, on a un peu l'impression que le débat est ici précipité, même si certains ont été entendus. Voilà, nous l'avons été. Mais entre entendu et écouté, voilà, il y a une marche quand même. Ça veut dire oui, j'entends bien. Oui, on vous entend. Oui, on comprend votre problème. Oui, on suit le dossier. Enfin, on a des réponses comme ça. Hein, je veux dire, c'est ça qu'on reçoit de cabinet ministériel. En disant, oui, le ministre est très conscient. Il est très conscient. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été voté en première lecture. Ça vous a surpris quand début novembre vous avez appris que c'était passé comme ça ? C'est comme lettre à la poste. Surpris. Enfin, ouais, vous n'êtes plus surpris de rien, c'est ça ? Ouais, surpris, mais pas étonné. C'est ça. Donc, voilà, mais l'important, c'est pas surpris ou pas. Ouais. Je veux dire, je voulais aussi. Je vais revenir à la question, parce qu'il va falloir me la répéter, mais je voulais aussi parler du revenu global. Tu me demandais comment ça gagne. C'est moins de 2 000 euros brut. Alors, c'est ça qu'on voulait dire. Nous, en fait, on a fait une enquête auprès de nos membres indépendants. Au mois de mai dernier, tout à fait dans un autre contexte, en fait. Parce que le contexte est être journaliste indépendant, pigiste, freelance, c'est déjà compliqué à la base. Il n'y a pas de barème, il n'y a pas d'indexation, il y a un rapport qui est complètement disproportionné, inégal entre les éditeurs ou les médias et les journalistes. Et donc, on a fait une enquête pour savoir, OK, quels sont vos revenus réellement. Et ce qui ressort de cette enquête, c'est que 62% d'entre eux plafonne à 2 000 euros brut par mois. 2 000 euros brut par mois. 2 000 euros brut par mois. Ouais. Indépendant. Et donc 62%. Donc il y en a qui gagnent davantage, tant mieux. Nous, on essaie de tirer tout le monde vers le haut. Mais il faut se rendre compte que ces 62%, on va aussi leur appliquer dorénavant la règle du 70-30. Et donc la partie imposable au taux marginal, donc au taux impôt qu'on a tous, va passer de 1 000 euros mensuels à 1 400 euros mensuels. Ouais. C'est les 40% dont je parlais. C'est-à-dire que l'assiette augmentant de 40%, le résultat, l'imposition va augmenter de 40% minimum. Parce qu'il est possible qu'en ayant cette augmentation, on passe d'une tranche d'imposition à une tranche d'imposition plus importante. Ouais. Et je ne comprends pas que quelqu'un qui dit on va réformer la fiscalité pour que ce soit plus juste et qui, dans son exposé des motifs, dit on va regarder la capacité contributive des gens et ça va être équitable, applique les choses de manière complètement... Visiblement, ce n'est pas le cas. Injuste. C'est une injustice que vous ressentez aussi ? Complètement. Ouais. Complètement, oui, c'est tout à fait inadapté aux réalités des auteurs et des autrices qui sont de manière générale, et j'inclus évidemment les journalistes et d'autres secteurs. Les photographes, c'est large, hein, qui sont pourtant au départ les bénéficiaires historiques de cette fiscalité justement avantageuse, qui est traitée actuellement de niche fiscale. C'est une niche fiscale pour pas mal qui en abusent et qui en font de l'optimisation fiscale, mais pour les artistes, c'est juste un mode de survie, en fait, souvent. Donc c'est une petite niche qui se rétrécit. En voulant faire bien, le gouvernement, finalement, pénalise ce qui ne devrait pas être pénalisé, quoi. C'est un peu ça, non ? Mais disons qu'il y a une volonté, si on écoute le discours des cabinets, effectivement, la volonté, elle serait de réguler les pratiques du secteur, notamment. Donc, en dehors, effectivement, de limiter les abus d'optimisation fiscale dans des secteurs au-delà du secteur artistique ou de celui des journalistes. Donc, par exemple, pour qu'on comprenne, les architectes... oui, enfin, moi, là, je n'ai pas la liste, effectivement. Mais Pompe funèbre, vous m'avez dit. Pourquoi pompe funèbre, d'ailleurs Parce qu'on a trouvé un exemple d'entrepreneur de pompe funèbre qui, ça faisait... Qui touchait des droits d'auteur. Oui. Mais quoi, c'est les plaques C'est possible. Bon, d'accord, ok. Excusez-moi, Cyril. Mais donc ça, c'est une première partie, c'est sur la question fiscale plutôt. Et la question parafiscale, en fait, c'est-à-dire celle des cotisations sociales, il s'agit de réguler les pratiques sectorielles au sein même du secteur culturel. C'est-à-dire d'éviter finalement qu'on rémunère le travail par le biais de droits d'auteur.
Il se trouve que ça ne tient pas compte des réalités économiques des différentes disciplines et des différents secteurs, et que ça ne régule rien du tout, puisqu'en réalité, ça met juste les auteurs et les autrices entre le marteau et l'enclume, parce qu'en fait, nous, auteurs et autrices de l'édition, on se retrouve dans une situation où, quelque part, on devrait renégocier individuellement avec nos éditeurs nos contrats, sachant que c'est des pratiques qui sont transnationales, qui sont séculaires, le versement d'avance ou de rémunération sous forme de droit d'auteur, et que l'État belge sait très bien qu'il n'a aucun moyen d'imposer une normalisation à échelle européenne, voire à échelle mondiale, de la pratique du contrat d'édition, par exemple, de barèmes minimaux. C'est ce qu'il faudrait, en fait. Sans doute que c'est ce qu'il faudrait, mais on ne dit pas aux auteurs du jour au lendemain, on vous met dans cette situation parce que c'est ça les bonnes pratiques, et débrouillez-vous avec ça. Enfin, ça ne va pas. Enfin, je veux dire, nous, évidemment, on prône pour des meilleures pratiques de rémunération, mais ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas en disant du jour au lendemain, démerdez-vous quelque part avec votre situation parce que ça va rien réguler du tout. Je veux dire, voilà, c'est là où ça ne va pas, en fait. C'est-à-dire, oui, ça peut être louable à la base sur les intentions, mais la manière de faire, c'est juste, c'est totalement cynique, en fait. C'est cynique et ça alimente votre colère, on l'a bien compris. Oui, Aurélie, en conclusion, oui. On est en plein dedans. C'est en discussion pour l'instant. Il y a des discussions intercabinées aussi, parce qu'on ne va pas rentrer dans les discussions politiques, mais il y a effectivement des partis qui sont plus pour telle ou telle cause que d'autres. Enfin, ça nous dépasse un tout petit peu. On va faire un peu de pub quand même on va en profiter pour vos bandes dessinées. Voilà, ça c'est la dernière, je crois. Oui, qui parle des quelques mois qu'Einstein a passé à Coq-sur-Mer en 1933, donc quand il a fui le nazisme parce qu'il était réellement menacé par la Sainte Wehm, une organisation allemande qui lui en voulait et qui voulait surtout pas qu'il fuit l'Allemagne parce que l'Allemagne voulait continuer à bénéficier de ses recherches. Et peut-être l'autre aussi, Ostende. Celle-ci parle de Ostende quand c'était la plage des rois et la reine des plages, et quand Léopold II rêvait de faire d'Ostende un Biarritz belge ou un Monaco belge, où il invitait le chat de Perse et sa maîtresse, Blanche de la Croix. Donc on pouvait croiser ce qui faisait grincer des dents. Oui, ça, voilà. Vos auteurs ont été payés ? Bien sûr. Je taquine. Oui, bien sûr. Oui, normalement. On a bien compris. Merci à tous les quatre. On va continuer à suivre ce débat. Oui, sans faire de politique non plus. En fait, très rapidement. Je voudrais revenir sur le côté niche fiscale. En fait, les droits d'auteur, c'est pas une niche fiscale. Les droits d'auteur, c'est une qualification. On leur donne une qualification de revenus mobiliers. Mais les revenus mobiliers, c'est les revenus des avoirs bancaires, toute une série de choses. C'est toute une série de revenus. Et en fait, la taxation sur ces revenus-là, elle ne va pas bouger. Le ministre des Finances, il ne dit pas on va passer de 15% à 25%. Ce qu'il dit, c'est on va moins considérer, on va limiter la variété de choses qui rentrent dans les droits d'auteur et donc taxer comme des revenus mobiliers. Mais on n'augmente pas la taxation sur les revenus mobiliers. Bon, c'est bizarre. On n'a pas fini avec ce débat, en tout cas on n'a pas fini d'en parler, on va suivre ça de près ici à Mont des Arts. Merci à tous les quatre en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Et on se retrouve jeudi prochain pour une autre émission. Bonsoir. Merci.